Bonsoir à toutes et à tous. On va débuter dans un instant. Donc bonsoir, je m'appelle Claire Mouflard, je suis manager du service prévention à la CEPAM de l'Isère. Donc ce webinaire s'inscrit dans la continuité du premier qui a eu lieu le 12 décembre dernier et qui visait à explorer la diversification et la végétalisation de l'assiette, c'est-à-dire la diminution des protéines animales et l'augmentation des protéines végétales dans notre alimentation. Donc, ce deuxième webinaire a ce soir pour objectif de vous apporter des clés de compréhension et des outils pour accompagner au mieux vos patients vers une alimentation moins carnée. Donc, nous allons plus précisément nous concentrer sur une approche psychosociale et à la fois marketing social de la consommation de la viande pour accompagner à sa réduction. Donc, dans une première partie, nous accueillerons Agnès Elme-Guizon qui nous présentera quelques éléments clés de la consommation de viande des Français. Donc, Agnès Elme-Guizon est professeure des universités en sciences de gestion, spécialité marketing social à l'Université Grenoble-Alpes. Et elle est également cofondatrice et codirectrice du groupement d'intérêt thématique marketing social et changements comportementaux de l'AFM, donc l'Association française de marketing. Ensuite, Aïcha Djoma, qui est chargée de prévention à la CEPAM de l'Isère et psychologue spécialisée en ingénierie en psychologie du comportement de formation, vous présentera un modèle théorique permettant de comprendre le comportement de consommation de viande, quels sont les facteurs individuels et collectifs qui vont jouer sur le comportement de votre patient dans sa consommation de viande. Ensuite, Agnès Elme-Guizon abordera l'accompagnement au changement de comportement alimentaire avec des stratégies à tester. Et enfin, je vous présenterai le nouveau dispositif de l'assurance maladie, mon bilan prévention, qui peut vous aider à parler de ce sujet de l'alimentation et plus largement de prévention avec vos patients. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire sur l'espace questions-réponses. On prendra 10 minutes en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Et sachez qu'un replay de cette deuxième session sera également disponible sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie de l'Isère. Voilà, je laisse la parole à Agnès Elme-Guizon. Je départage, hein. Ah, on vous entend pas. Bonsoir, Ah, merci pour l'invitation. Merci à la CEPAM et puis merci à vous d'être présents et présentes ce soir, hein. Le sujet est vaste, hein. Je vais essayer d'aller vite et d'aller à l'essentiel. Alors, je vous présente dans un premier temps, j'espère que c'est le bon fichier, évidemment. Alors, est-ce qu'on va bien vouloir s'ouvrir? Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, alors donc très très rapidement, je souhaitais commencer par quelques chiffres pour essayer de placer un peu le contexte, en m'appuyant donc sur une première étude qui fait un bilan des régimes des Français et on voit qu'en fait on a 61% d'omnivores et 15% de flexitariens, donc ces personnes-là sont consommatrices de viande et on voit qu'effectivement le pourcentage de végétariens, végétaliens, véganes ou pescitariens est autour de 10%, ce qui montre qu'encore une grande majorité de Français consomment de la viande. Alors, on voit également sur ce graphique que les Français sont parmi les plus gros consommateurs de viande en Europe, avec près de 80%, euh, 80 kilos pardon, de viande par personne et par an, avec encore une consommation importante de viande bovine, même si cette quantité a tendance à diminuer.
D'autres chiffres qui sont plutôt intéressants. En fait, on voit que la consommation de viande en France est en baisse depuis quelques années, avec notamment un chiffre de 27% de Français qui déclarent consommer de la viande tous les jours, donc un quart de Français, et c'est 6 points de moins que lors de de la précédente étude, il y a 2 ans. Donc, on voit qu'il y a cette consommation favorable, hein, mais il y a encore une consommation importante de viande, notamment avec, on va dire, un autre quart qui en consomme pratiquement à tous les repas. D'autres éléments importants qui montrent que globalement le niveau de connaissance des Français quant aux bénéfices et pour la santé et pour l'environnement de la réduction de la consommation de viande sont plutôt bons puisqu'on voit que par exemple sur cette première ligne on a 87% des Français qui affirment que pour être en bonne santé, il ne faut pas manger de la viande tous les jours. On voit également qu'ils savent qu'il faut limiter la consommation de viande parce que cela a un impact sur l'environnement, qu'ils savent que d'autres aliments peuvent être source de protéines que la viande et que cela permet de compenser en fait une réduction de la consommation de viande. Ils sont également nombreux, 3 quarts, à savoir que limiter la consommation de viande a un impact positif sur la santé. Euh, de même, ils savent qu'il faut manger moins de viande, au moins une fois par semaine, et que pour être en bonne santé, il faut manger de la viande au moins une fois par jour. Donc là, c'est une affirmation sur laquelle ils sont réservés, mais on voit que finalement, c'était un peu une fausse affirmation. Donc, dans l'ensemble, les Français savent euh, la- tous les bienfaits qu'il y a à la réduction de la consommation de viande. On voit également sur ce graphique que ils sont un nombre important, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir réduit leur consommation de viande. Et on voit en plus que au cours des prochaines années, plus d'un tiers a prévu de réduire encore sa consommation de viande. Et on voit aussi sur ce petit graphique que finalement, les produits carnés diminuent dans les achats des Français. Donc, on est sur une tendance qui est plutôt favorable, mais malgré tout, les niveaux de consommation restent élevés. On voit également qu'il y a une bonne acceptation, comme je le disais rapidement tout à l'heure, des protéines alternatives. Donc, la question, c'est personnellement, si demain vous mangiez moins de viande, pour compenser votre apport en protéines, est-ce que vous mangerez davantage des légumes et des légumineuses, des céréales, des préparations peu transformées à base de céréales à 60%. Ensuite, on a des aliments qui sont un peu moins acceptés, comme les algues, comme les préparations très transformées, comme de la viande de synthèse in vitro et des insectes. Ceci étant dit, il ne suffit pas de savoir. Et en fait, pour qu'il y ait changement de comportement, il va falloir qu'il y ait en quelque sorte des éléments, des facteurs en fait de l'écosystème qui viennent aider l'individu, donc à son niveau, à changer son comportement. Effectivement, on a ce schéma qui a été publié par Salis et Owen en 1998 et qui présente en fait un modèle appelé modèle socio-écologique qui met donc l'individu avec son comportement, avec ses caractéristiques individuelles, démographiques, cognitives, au centre finalement du, de l'écosystème, mais cet individu, en fait, au-delà de ses facteurs personnels, il est soumis finalement à des influences qui vont être des facteurs culturels, des facteurs sociaux comme sa famille, sa classe sociale, l'endroit, enfin, les personnes qu'il fréquente.
Et puis ensuite, on a un niveau un peu plus mezzo qui va être l'environnement, donc finalement l'endroit où il habite, l'accessibilité de supermarchés, par exemple, qui proposent des produits peu transformés ou des produits bio. Et puis, on a encore un niveau supérieur, là, qui est le niveau organisationnel, qui est également appelé le niveau macro, qui fait référence à des facteurs politiques, aux politiques publiques, aux politiques d'incitation. Donc, ça peut être de la communication institutionnelle, ça peut être également des incitatifs financiers, par exemple. Donc, tous ces facteurs, en fait, vont venir influencer l'individu dans sa motivation et dans son changement de comportement. Et cela rend donc d'autant plus complexe la problématique que nous adressons ce soir. Juste pour vous donner une idée de la complexité du changement de comportement, je vous ai mis ici un schéma qui est issu d'une étude qui a été publiée en 2017, où en fait on voit ici, là ce sont les processus en fait, les émotions, les conditions que vont connaître les individus qui souhaitent changer de comportement. Et on voit ici en noir, ce sont toutes les barrières qui vont venir rendre plus difficile ce changement de comportement. Euh, cette décision ou cette envie de changer de comportement, je l'ai dit tout à l'heure, dépend de facteurs personnels, dépend de facteurs socioculturels, dépend de facteurs politiques, économiques, et on voit que tous ces facteurs vont venir influencer et freiner le plus souvent le changement de comportement. Euh, Ce schéma également indique qu'il y a des motivations, des incitatifs qui vont être internes à l'individu. Donc ça peut être comme le fait de comprendre le bénéfice qu'il y a à avoir ce comportement. Ça peut être des nouvelles normes. Et puis, il y a également des facteurs qui vont être externes, comme par exemple une offre différenciée, euh, des stratégies mises en place par les supermarchés, les hôpitaux, etc. J'irai pas plus loin dans ce modèle, puisque finalement, euh, Aïcha Joma va vous présenter de manière un peu plus détaillée un modèle intégratif de changement de comportement. Du coup, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Donc déjà, bonsoir à tous et à toutes. Et donc moi, je vais vous présenter donc différents concepts qui sous-tendent la consommation de viande. En effet, si on veut initier ou accompagner un changement comportemental, il faut tout d'abord comprendre ce qui détermine nos actions et nos décisions. Donc ici, on va se demander qu'est-ce qui pousse certaines personnes à réduire leur consommation de viande. Et pour répondre à cette question, on va s'intéresser au concept issu de la Comprehensive Action Determination Model de Klockner. Donc dans cette méta-analyse, Klockner s'est intéressé à plusieurs modèles théoriques permettant de comprendre les comportements éco-responsables dont fait partie la réduction de consommation de viande afin d'aboutir à un modèle un peu plus complet. Et je vous propose donc d'explorer ces différents modèles repris par Klockner, donc à savoir la théorie du comportement planifié de Hzen en 91, la Norm Activation Theory de Schwartz et Howard 81 et enfin la Value Belief Model de Stern. Alors, donc tout d'abord, nous avons la théorie du comportement planifié élaborée par Hzen. Donc selon ce dernier, nos comportements sont directement déterminés par notre intention de les réaliser et par le contrôle comportemental perçu, qui correspond à l'opportunité et à la capacité qu'on a de réaliser un comportement donné. C'est la perception de la facilité ou difficulté d'adopter un comportement, et cette perception-là est influencée par les ressources et les obstacles perçus. Et en fait, cette intention comportementale-là est à son tour influencée par plusieurs facteurs. On a donc le contrôle comportemental perçu,
mais aussi les attitudes, qui correspondent à l'évaluation favorable ou défavorable que nous faisons d'un comportement. On a aussi les normes subjectives qui vont venir influencer notre intention. Et donc les normes subjectives correspondent à la pression perçue d'agir ou non en fonction des attentes des autres, comme les amis ou la famille. Et donc selon cette théorie, pour que les individus adoptent un comportement, il faut qu'ils aient une attitude positive envers le comportement, que d'autres personnes s'attendent à ce qu'ils agissent ainsi, et enfin qu'ils se perçoivent capables de mettre en œuvre leur intention de réaliser le comportement. Donc cette théorie reçoit un fort soutien empirique. Cependant, elle n'explore pas les aspects, l'impact, pardon, de la moralité sur les comportements environnementaux, et elle ne prédit pas non plus les comportements qui sont répétitifs. Et pour pallier au manque de prise en compte de l'aspect moral, donc Lochner a également intégré dans son modèle les construits de la Norm Activation Theory de Schwartz et Howard. Donc ce modèle cherche à expliquer les comportements prosociaux dont font partie les comportements éco-responsables. Donc selon Schwartz et Howard, les normes, ce sont les normes personnelles qui vont directement influencer nos comportements prosociaux, et les normes personnelles sont le reflet de nos systèmes de valeurs dans une situation donnée. Elles peuvent inclure des croyances comme il est moralement juste de protéger l'environnement. Et les normes personnelles sont donc aussi des engagements moraux ou des sentiments d'obligation vers un comportement spécifique. Et pour que cette norme soit activée et qu'elle puisse influencer le comportement, il faut d'abord remplir quelques conditions. Et donc, enfin, l'un des éléments du coup de ce modèle-là, c'est prendre conscience des conséquences de son comportement. Dans le cadre de la consommation de viande, cette étape implique de comprendre les impacts environnementaux, par exemple l'émission de gaz à effet de serre qu'engendre notre consommation de viande, mais aussi comprendre les impacts éthiques, donc tout ce qui concerne la souffrance animale par exemple, ou encore les impacts en lien avec la santé, comme les risques d'une alimentation trop carnée. On parle donc de conscience des conséquences. L'autre élément de ce modèle consiste à se sentir responsable de ses actions et de leurs conséquences. Il s'agit de l'attribution de la responsabilité. Et par conséquent, ça aura un impact sur l'industrie de la viande. Cette prise de responsabilité pourrait aussi être liée à des préoccupations éthiques, comme la reconnaissance du droit des animaux à vivre sans souffrance. L'individu pourrait aussi se sentir responsable du choix de soutenir des pratiques plus éthiques, et ce même à petite échelle. Et donc, si l'individu se sent responsable, il est plus susceptible d'activer ses normes personnelles et par conséquent émettre le comportement. Et Stern, en fait, lui, va reprendre ce modèle-là, mais en y intégrant les valeurs, donc avec sa théorie valeurs, croyances, normes. Et à la différence du modèle qu'on vient de voir, le modèle de Stern prend plutôt la forme d'une chaîne causale. Donc pour lui, la conscience des conséquences est une condition préalable qui est nécessaire à l'attribution de la responsabilité. Et donc cette conscience des conséquences ici, elle est liée à la vision écologique du monde. Et cette vision écologique du monde consiste à accepter des croyances générales selon lesquelles l'activité humaine met en danger l'équilibre naturel, que les ressources sont limitées et que l'humanité n'a pas le droit de dominer la nature. Et en fait, cette vision écologique du monde a fait le lien entre les valeurs et la conscience des conséquences. Et donc cette vision écologique du monde est liée à des valeurs qui sont relativement stables. Donc on a des valeurs dites de transcendance de soi et des valeurs d'amélioration de soi. Et donc les valeurs de transcendance de soi, elles reflètent une préoccupation pour le bien-être des autres, qu'ils soient humains ou non humains. Elles incluent des valeurs altruistes, donc qui sont concentrées vers les autres humains, et des valeurs dites biosphériques, qui se concentrent plutôt sur des préoccupations pour l'environnement et les écosystèmes. Et donc les individus avec des valeurs de transcendance de soi ont plus tendance à adopter des comportements pro-environnementaux, car ils se soucient de l'impact de leurs actions sur autrui et sur la planète. On peut retrouver ces valeurs dans le discours suivant. Je veux réduire la consommation de viande pour protéger la planète. Donc là, ça fait plutôt écho à des valeurs biosphériques. Et préserver les ressources pour les générations futures. Donc là, ça fait plutôt écho à des valeurs dites altruistes.
Et après, pour ce qui est des valeurs d'amélioration de soi, elles sont plutôt le reflet de préoccupations pour le bien-être personnel, comme le pouvoir, le statut social, l'hédonisme ou encore l'accomplissement individuel. Et donc, les individus avec des valeurs d'amélioration de soi, elles sont moins enclins à adopter des comportements pro-environnementaux, sauf si ces comportements-là leur apportent des bénéfices personnels, comme par exemple une économie d'argent ou une amélioration de la santé. Et en fait, Klockner a aussi repris ces différents construits dans son modèle en ajoutant une dernière composante qui est donc l'habitude. En fait, les habitudes peuvent avoir un impact assez important dans l'accompagnement au changement comportemental, parce que plus on a l'habitude d'effectuer un comportement, et moins on aura l'intention de le modifier. Et donc les habitudes vont venir un peu modérer l'effet de l'intention comportementale. Et pour récapituler donc le modèle de Klockner, donc la réduction de la consommation de viande est directement influencée par les habitudes alimentaires, l'intention de diminuer la consommation et le contrôle comportemental perçu qui englobe donc les contraintes objectives, mais aussi nos croyances en nos propres capacités à effectuer le comportement. Après, on a l'attention comportementale qui, elle, est influencée par l'attitude qu'on a vis-à-vis du comportement, le contrôle comportemental perçu, les normes sociales et les normes personnelles. Et les normes personnelles, elles sont à leur tour influencées par l'attribution de la responsabilité, la conscience des conséquences, les normes sociales, la vision écologique du monde, mais aussi les valeurs. Et donc, il y a également d'autres facteurs qui peuvent influencer nos comportements. Donc, comme on l'a dit précédemment, il y a le statut socio-économique ou encore la culture qui vont venir plus ou moins modérer l'effet du modèle. Pour donner un exemple concret, par exemple, les personnes en situation de précarité ou ayant un faible statut socio-économique auront moins accès aux informations, recommandations sur les bonnes pratiques alimentaires, ce qui peut venir, par exemple, diminuer le contrôle comportemental perçu et qui, par conséquent, peut venir entraver en fait la réalisation du comportement, donc ici la réduction de la consommation de viande. Donc là, on vient de voir quelques facteurs qui influencent le comportement, mais c'est pas une liste exhaustive de facteurs, mais c'est ceux qui ressortent dans la littérature. Et donc voilà pour ce modèle-là, et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous propose maintenant de passer à la suite avec Agnès Elmeguizon sur les leviers d'action. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Alors, dans cette troisième partie, nous allons essayer, sur la base en fait des modèles théoriques, euh, de voir comment est-ce qu'on peut traduire finalement ces différents mécanismes en levier d'action pour le changement de comportement, à savoir ici donc la réduction de la consommation de viande. C'est pas une tâche aisée puisque comme vous l'avez vu, les facteurs sont très nombreux et les mécanismes également. Donc il a fallu faire des choix. Alors, avant de rentrer peut-être dans le détail de ces facteurs, je voulais juste faire un petit détour par le marketing social et vous allez très vite comprendre pourquoi. Euh, donc en fait, le marketing social, c'est une science qui est relativement nouvelle hein, et on va dire que ça date des années 70. Hein. Et en fait, l'idée, au départ, c'était d'intégrer en fait des concepts et les méthodes hein, qu'on utilisait en marketing classique hein, pour influencer les changements de comportement des individus de manière à les amener à avoir des conduites qui soient bonnes pour elles, pour leur santé, qui soient également bonnes pour l'environnement.
les choses ont un petit peu évolué et aujourd'hui, en fait, on a toujours cette idée de s'appuyer sur les concepts du marketing, mais on introduit également les connaissances, les bonnes pratiques, les théories qui viennent en fait d'autres sciences comme la psychosociologie, enfin ouais, la psychosocio ou encore les sciences du comportement. Et au final, l'objectif, ça va être euh, avec les parties prenantes de concevoir et de développer des actions qu'on appelle des programmes de changement social euh, qui soit, je suis là sur ma définition, qui soit adapté à la concurrence, efficace, efficient, équitable et durable. Euh, Quand on parle ici de concurrence, en fait, on va parler du comportement concurrent. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre, en fait, quelles sont les motivations des individus ici à consommer de la viande et on va essayer le plus souvent avec ces personnes-là, de, de trouver finalement un autre comportement que celui de manger de la viande qui va leur apporter le même plaisir, les mêmes bénéfices. C'est ça qu'on appelle en fait le comportement concurrent. Voilà. Et il faut effectivement que ce soit donc efficace, équitable et durable. Je vous ai mis ici un schéma qui date un petit peu, puisqu'il date de 2013, pour vous expliquer en fait quelle est la démarche du marketing social. Donc ici, on va pas parler de toutes les étapes, mais on va parler de cette première étape qui est en fait l'étape d'analyse, qui a comme objectif finalement la compréhension du contexte individuel, mais également plutôt social, dans lequel l'individu euh, évolue euh, dans le comportement qu'on étudie. Donc, on va étudier les aspirations, on va segmenter les cibles, ça c'est très important, puisque un des principes de base du marketing, c'est qu'il va falloir avoir un plan marketing par segment, donc autrement dit des actions adaptées à chacun des segments. Et on va également dans cette phase, comme je vous le disais, essayer d'identifier des leviers, des freins et une proposition de comportement alternatif. Dans la deuxième partie, ici, on va définir des objectifs à court terme, moyen terme et long terme, et on va définir ici ce qu'on appelle le marketing mix, qui est vraiment la base du marketing, à savoir quel produit, à quel prix, euh, par quel circuit et quelle promotion. Ce qui, finalement, dans le contexte qui nous intéresse ici, ça va être de dire bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux individus, à quel moment, comment est-ce qu'on va leur permettre d'avoir accès à ces solutions, que ce soit de l'information, que ce soit des dispositifs d'aide, que ce soit des capsules vidéo, que ce soit des webinaires comme ce soir, et quel va être l'effort, donc le coût, qui va être demandé à l'individu au regard du plaisir que l'individu pourra trouver en fait à la mise en place de ce comportement. Voilà. Je vous ai mis ici trois petits logos juste pour vous indiquer qu'en France, les acteurs du marketing social sont au niveau local à Grenoble une chaire qui s'appelle Marketing au service de la société qui est portée par Grenoble IAE INP de l'Université Grenoble-Alpes, l'Association française du marketing au travers du GIT que je coporte et dont Claire vous a parlé tout à l'heure. Et enfin, l'Institut du marketing social, qui est une entité qui regroupe les chercheurs et les acteurs du marketing social ou les acteurs de la santé, les acteurs de l'environnement. Pour en revenir à notre sujet, celui de la consommation de viande. À la fois l'étude Ipsos que je vous ai présentée tout à l'heure, mais également un très grand nombre de papiers de recherche liste les motivations et les freins suivants. C'est important de les connaître hein, puisque, en fait, les motivations sont autant de leviers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et les freins sont autant
d'obstacles au changement de comportement que l'on va s'attacher à lever. Donc la motivation, ben, ça peut être une motivation financière puisque manger de la viande, ça a un coût. Et sa réduction peut amener justement une réduction financière. J'ai oublié de dire tout à l'heure que la, la baisse observée de la consommation de viande est en partie liée à l'inflation. Il y a également des motivations de santé, on l'a vu tout à l'heure, les Français sont plutôt au courant des bénéfices qu'ils peuvent retirer de la réduction de la consommation de viande. Les aspects environnementaux, évoqués tout à l'heure par moi-même et par Aïcha. Ces questions également du bien-être animal, donc qui renvoie à des valeurs altruistes. La qualité et l'origine, un certain nombre de Français euh, sont suspicieux quant à la qualité et l'origine de la viande et se disent que réduire la consommation pourrait être bon pour leur santé. Il y en a certains également qui indiquent que bah, finalement, ils ont moins le goût de la viande aujourd'hui. Et puis, de manière importante, il y a cette dimension sociale et identitaire que j'ai mis comme une motivation, mais qui peut être également un frein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, réduire sa consommation de viande ou même être végétarien, c'est finalement faire partie d'un groupe. Et pour certaines personnes, c'est même aujourd'hui définitoire de leur identité. C'est-à-dire que ces personnes se définissent avant tout comme étant végétariennes ou véganes et défendent en fait, parfois de manière militante, ce régime alimentaire face à des personnes consommatrices de viande et qui parfois sont d'ailleurs, euh, j'allais dire, méprisées. Un frein, bah, c'est le plaisir de manger de la viande pour certains. Il y a également le risque perçu qu'il y a à changer de comportement. Aujourd'hui, on a des habitudes et je rejoins tout à fait ce que disait Aïcha sur le fait que les habitudes, c'est c'est un des déterminants majeurs du comportement. Donc le risque perçu, aujourd'hui j'ai des habitudes. Si je dois réduire ma consommation de viande, je risque d'être perdue et je ne sais surtout pas où ça me mène. Ça, c'est en lien également avec le manque de connaissances et notamment le manque de connaissances sur la manière de substituer la viande par d'autres sources de protéines. Les Français, ils ont cette connaissance à un niveau un petit peu abstrait, ce que je vous disais tout à l'heure, mais concrètement, comment au jour le jour faire, quelles sont les bonnes protéines alternatives, avec quoi est-ce qu'il faut que je les associe. Ça, il y a effectivement un manque de connaissances et donc du coup, un manque de sentiment d'auto-efficacité. Les habitudes, j'en ai parlé tout à l'heure, qui avec comme miroir finalement l'effort perçu pour adopter un nouveau comportement. Je suis dans mes habitudes, ma routine, c'est facile. Si je dois en changer, ça va me demander un effort pour des conséquences qui ne sont pas évidentes pour moi. Et puis, il y a cette résistance au changement qui est un trait de personnalité pour certains et certaines. On voit là, au-delà des motivations et des freins, un certain nombre de modérateurs, l'âge, les jeunes sont plus enclins à être motivés à réduire leur consommation de viande. Le genre, les femmes aussi ont une plus grande motivation. Donc ça, il y a aussi là derrière des questions de stéréotypes et de, d'influence culturelle et sociale avec cette idée que manger de la viande, ça permet d'être fort. Il y a également le milieu social, plus le milieu est éduqué, euh, c'est- ça revient. En fait, il y a très souvent une très forte corrélation entre le milieu social et le niveau d'éducation. Donc, je vais commencer par le niveau d'éducation. Quand il y a une éducation, une littératie en santé, à ce moment-là, la consommation de viande est moindre, ou en tout cas l'intention de réduire la consommation est plus forte. Idem, dans les CSP+, on a une moindre consommation de viande, en tout cas une moindre consommation consciente. Et puis, il y a la question de l'accès à l'information, et notamment à l'information de qualité.
puisque finalement, plus on a un niveau d'éducation, un niveau de littératie, et plus on peut avoir accès à de l'information scientifique et avoir un regard critique aussi par rapport à l'information que l'on reçoit, là où souvent un faible niveau de littératie est associé à des sources d'informations de moins bonne qualité, euh, et notamment aujourd'hui les influenceuses. Et puis un modérateur important, j'ai mis en rouge parce que je vais essayer de le détailler un petit peu plus, ce sont les étapes du changement de comportement. Alors on va revenir un tout petit peu à la théorie avec le modèle de Prochaska et Di Clemente, qui est un modèle qui est beaucoup utilisé en fait dans le changement de comportement dans le domaine, dans différents domaines, dans le domaine de l'éducation, mais également dans le domaine de la santé. Alors j'ai listé ici la santé mentale, la santé physique, les addictions, l'alimentation. Ce modèle, il est intéressant parce qu'en fait, il indique que les individus euh, peuvent être à des stades différents dans leur intention et et leur engagement dans un comportement. Le premier niveau, c'est ici le niveau de la pré-intention. Donc là, la personne n'a pas l'intention de changer, comme son nom l'indique, elle n'envisage pas le changement, elle n'en a pas la volonté, elle n'en a pas la capacité. Donc, d'un point de vue très concret, en fait, on peut poser la question de dire, vous avez déjà pensé à réduire votre consommation de viande? Et là, la personne peut vous dire, bah non, pas du tout. Donc, elle est au niveau de pré-intention. Le niveau suivant, c'est le niveau de l'intention. Donc là, la personne, elle se dit, bah oui, pourquoi pas, mais en fait, elle reste très ambivalente. Dans le sens où ben, elle fait enfin, elle hésite en disant, oui, c'est vrai, ça pourrait être bien de réduire ma consommation de viande, mais dans le même temps, il y a quand même énormément de bénéfices, y compris de bénéfices hédoniques, à continuer à consommer de la viande. Donc là, on est vraiment dans cette phase d'hésitation. Le niveau 3 ici, c'est la phase de décision. La personne a décidé qu'elle allait changer de comportement, mais elle ne sait pas trop comment faire. Donc l'intention est là, la décision est prise, mais on n'est pas encore dans l'action. L'action, en fait, c'est l'étape 4, où là, la personne va franchir, en fait, des étapes, elle va mettre en place un certain nombre d'actions, mais ça reste fragile. Il va falloir un petit peu de temps et également du renforcement positif pour que la personne passe à la phase 5, où là, finalement, c'est ce nouveau comportement, il commence à rentrer en fait dans les habitudes jusqu'à atteindre en fait cette phase 6 où finalement on parle même plus de changement de comportement puisque là, c'est complètement rentré dans la routine de l'individu. Si on revient, si on fait le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, on passe d'une phase où l'individu se dit que, bah, oui, pourquoi pas, il pourrait être motivé pour le faire. Il a une attitude positive vis-à-vis du changement de comportement, l'intention de s'engager dans ce nouveau comportement. Il s'engage dans le changement de comportement et finalement, il en fait une habitude. Ok. Donc, ce modèle, en fait, il, euh, il montre en fait ce cycle et il nous indique en fait que le parcours idéal d'un individu. Alors, soit il est en pré-intention et il passe par toutes les phases, soit il est déjà dans l'intention et l'objectif, ça va être de l'amener vers la décision, puis vers l'action, puis vers l'entretien, puis vers la finalisation. Cette petite spirale ici, elle indique simplement, vous voyez, elle va dans l'autre sens, elle indique simplement qu'il peut y avoir en fait des espèces de retour en arrière, hein, mais les auteurs insistent bien sur le fait que chaque petit pas vers l'étape suivante est un pas, est, est un pas qui permettra en fait d'aller vers le changement de comportement. Donc c'est toujours ça de gagner.
Alors, si on reste toujours dans notre problématique, j'ai essayé en fait de manière assez simple pour chacune des étapes en fait, d'identifier un objectif et quelle est dans les grandes lignes la stratégie que l'on va pouvoir mettre en place pour aider la personne finalement à passer d'une phase à l'autre. Dans cette phase de pré-contemplation, je vous rappelle que la personne n'a même pas envisagé de changer de comportement. L'idée finalement, c'est d'ouvrir à cette personne à la possibilité de réduire sa consommation de viande, donc de l'amener vers la phase de contemplation. Et ça peut être finalement de lui donner une information qui est assez globale autour des bénéfices en fait de ce changement de comportement, mais surtout d'utiliser la norme sociale, c'est-à-dire de lui dire, bah, vous savez, euh, 80% des Français ont réduit en fait leur consommation de viande. On verra les détails après. Pour la contemplation, l'objectif, ça va être de réduire l'ambivalence. Donc là, ça va être de fournir d'informations assez simples et en lien avec les préoccupations individuelles, en lien avec les freins. Je vous ai dit tout à l'heure, la personne se pose en fait la question de l'intérêt en fait d'aller vers ce comportement, qui peut être finalement euh, des, des intérêts autour de la santé, autour de l'environnement, autour des générations futures, ainsi qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'aider la personne dans dans ses hésitations et l'aider finalement à établir sa balance bénéfice-risque de manière à l'amener dans cette phase de décision. Donc là, l'objectif, ça va être d'aider le passage à l'action. Et dans ce cas-là, l'idée, ça va être d'aider la personne finalement à identifier une action qui pourrait être mise en place en vue de réduire la consommation de viande, d'aider aussi à la planification. Ça peut être par exemple, bon ben la semaine prochaine, j'essaierai d'ajouter un repas supplémentaire sans viande. Et c'est également rassurer la personne sur ses compétences déjà en l'aidant à identifier ses compétences et à renforçant son sentiment d'auto-efficacité. Ensuite, donc là, on est dans la phase de l'action. L'objectif, ça va être de stabiliser le processus. Donc là, ça peut être en faisant quelque part un suivi, donc demander à la personne où elle en est, et puis l'aider finalement à prendre conscience de tous les bénéfices qui sont apportés par les actions qui ont été mises en place. Parfois, on a besoin d'un miroir finalement pour se rendre compte de ce qu'on fait bien et de ce que ça nous apporte. Et puis cette dernière phase de maintien finalement, qui est de favoriser un objectif durable, là, on peut considérer que c'est quand même pas mal gagné, et donc un petit feedback positif et la proposition de nouvelles actions peuvent encourager ce maintien. Je vois que l'heure tourne, mais qu'on est encore dans les temps. Alors, j'ai essayé, avec l'aide d'Aïcha, de, de vous proposer en fait des petits éléments de langage, mais qui sont plutôt sous la forme d'un questionnement pour chacune des phases. Avec, enfin, j'ai laissé de côté la phase de maintien puisque finalement, les choses sont quand même pas mal faites. Je vous le disais tout à l'heure, pour identifier en fait les phases, ça peut être intéressant de demander, ben, finalement, vous vous êtes déjà posé la question de la réduction de la consommation de viande. Si la personne est dans la phase de pré-contemplation, là, il me semble que le levier le plus utile, c'est la norme sociale. Et cela revient finalement à faire référence aux personnes qui ont changé leur comportement. 50% des Français ont réduit leur consommation de viande au cours des 3 dernières années. Pourquoi pas vous? Ça ouvre donc, comme je disais tout à l'heure, la possibilité du changement de comportement. Là, on est finalement sur une technique qu'on appelle un nudge, un petit coup de pouce, hein. Quand la personne est dans la phase de contemplation, on peut également faire référence
aux personnes qui ont changé leur comportement. Mais en étant finalement sur des bénéfices qui sont plus marqués, puisque je vous rappelle que dans la phase de contemplation, on est en fait sur cette hésitation entre finalement j'y vais pas. Donc là, l'exemple que j'ai donné en m'appuyant d'ailleurs sur le premier webinaire est un bénéfice santé, mais ça aurait pu être un bénéfice environnement. On peut également essayer de renforcer le contrôle comportemental perçu ou l'auto-efficacité, donc en indiquant aux personnes un certain nombre de moyens finalement d'accéder, enfin d'agir donc, en se référant par exemple au site Manger Bouger qui propose finalement des recettes. On peut également aider les personnes à évaluer finalement leur style de vie grâce à mon bilan prévention. Ça nous amène vers la suite. Quand on est dans la phase de décision, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant d'avoir des petits objectifs, d'aider à la planification et à la fixation d'un objectif. Avec par exemple, et si vous essayez de remplacer la viande dans une recette par des légumineuses, vous pourriez commencer par un lundi sans viande. Vous pouvez aussi commencer par manger de la volaille ou du poisson plutôt que de la viande rouge, etc. Et puis par rapport aux habitudes, dans cette phase de décision, un moyen finalement de casser les habitudes, c'est de proposer des petits défis simples, hein, parce que ça vient, ça montre la possibilité de faire autrement. Pour ce qui est des actions, on peut valoriser les nouvelles habitudes et puis faire un petit défi du style, et si vous surpreniez vous-même ou votre famille avec une recette chaque semaine, ce qui permet finalement d'amener un peu de gamification, un peu plus d'hédonisme dans cette phase d'action où là, il s'agit encore une fois de renforcer un comportement. Pour ce qui est de la conscience des conséquences, dans la phase de pré-contemplation, finalement, si on arrive, mais c'est pas toujours facile, à identifier quelle est la sensibilité des personnes, c'est-à-dire quelles sont les valeurs auxquelles ils sont sensibles, on peut essayer donc de jouer là-dessus pour donner de l'information générale. Dans la phase de contemplation, on va pouvoir sensibiliser aux conséquences, en fait, soit environnementales, soit éthiques, soit sanitaires de la consommation de la viande rouge, en fonction des valeurs des individus. On peut fournir des informations. Je disais tout à l'heure, on peut l'aider dans la balance bénéfice-risque et puis utiliser des messages positifs qui mettent en avant les conséquences. Pour ce qui est de la décision, où là, il s'agit donc de finalement que la personne enfin, franchisse le pas. Dans ce cas-là, on peut attirer l'attention des patients sur les conséquences pour eux et leur environnement. Et dans la phase d'action, il peut être utile d'inviter les personnes à faire leur journal de bord au travers de qu'est-ce que vous faites de nouveau et qu'est-ce que ça vous apporte. Pour conclure, identifier une cible, ça c'est important, bien et puis bien adapter le discours, identifier la phase actuelle de manière euh, à comprendre là où en est la personne, avoir pour objectif de favoriser le passage à la phase suivante. Comme je disais tout à l'heure, être plutôt sur une technique de petits pas, bien avoir en tête et bien indiquer que finalement, un écart de conduite, ça fait partie intégrante du processus, c'est normal. Et puis être dans une posture finalement de co-création, d'accompagnement. Ne pas oublier que l'alimentation, c'est avant tout du plaisir, hein, et que les résultats seront optimaux et durables si on maximise ce plaisir et qu'on minimise l'effort. Voilà. Et Merci beaucoup. je laisse la parole à Aïcha. Excusez-moi, j'étais un tout petit peu plus Claire, j'étais un Merci tout beaucoup, petit peu Agnès. plus long que prévu. C'est moi qui vais reprendre la parole pour vous présenter mon bilan prévention. Est-ce que vous voyez bien mon écran?
Ok. Donc, mon bilan prévention, c'est un temps d'échange dédié à la prévention en santé. Donc, il va permettre d'initier une démarche de sensibilisation et de prévention individualisée et inciter le patient à prendre soin de sa santé. Il va permettre également d'identifier les facteurs de risque, de repérer des maladies et favoriser une prise en charge précoce, notamment concernant les pathologies chroniques et les cancers. Il permet également de faire un premier bilan pour orienter ensuite le patient vers un dispositif adapté et ou l'inviter à une modification de comportement plus positif pour sa santé. C'est un dispositif qui repose sur 4 catégories de professionnels de santé. Les médecins, toutes spécialités, sont éligibles à ce dispositif. Les pharmaciens, mais également les sages-femmes, les infirmiers, les infirmières. Et il est destiné à 4 tranches d'âge clés, donc les 18-25 ans, les 45-50 ans, les 60-65 ans et les 70-75 ans qui ont reçu ou qui reçoivent en ce moment des invitations. Euh, Ce bilan, il est entièrement pris en charge par l'assurance maladie et sans avance de frais. Et la rémunération pour les professionnels de santé est à hauteur de 30 euros pour toutes les catégories de professionnels de santé habilités, avec des facturations en sus du bilan qui sont limitées à certains cas. Donc voilà comment il se déroule. Une première étape, donc au moyen d'un auto-questionnaire qui est pré-rempli par le patient. Le professionnel de santé va pouvoir repérer les risques individuels du patient et décider avec le patient des priorités à traiter. Ensuite, l'étape 2, donc pour parler avec le patient du ou des 2 sujets prioritaires, des formats qui suscitent le renforcement de la motivation au changement d'habitude sont proposés aux professionnels de santé. Et donc, il s'agit ici de l'intervention brève ou de l'entretien motivationnel. Et la troisième étape, c'est à la fin du bilan, le professionnel de santé va rédiger avec la personne, avec son patient, un plan, le plan personnalisé de prévention du patient, en y indiquant ses objectifs prioritaires en santé et les actions concrètes pour mettre en place un changement de comportement et d'habitude de vie. Voilà, donc sur la droite, on vous a, pour illustrer, donc vous voyez le plan personnalisé de prévention qui est à co-construire avec le patient. Et puis vous avez des outils à disposition avec un livret d'accompagnement qui est très riche avec des différentes thématiques. Et puis des outils d'aide pour réaliser ce bilan, une fiche d'aide au repérage des risques, donc le plan personnalisé de prévention par exemple. Et également, ce qui est important, c'est qu'il y a un centre de ressources pédagogiques avec des modules de formation et de remise à niveau des connaissances dans le domaine de la prévention, mais également les techniques de l'entretien motivationnel et d'intervention brève. Voilà, donc pour s'inscrire, pour signaler sa participation en tant que professionnel de santé, il suffit de se connecter à l'espace réservé aux professionnels de santé sur santé.fr, muni de sa carte CPS. Ici, c'est simplement une illustration d'une des fiches thématiques du livret destiné aux professionnels de santé sur la fiche thématique sur l'alimentation, puisqu'on est dans ce sujet-là. Je vais laisser la place aux questions. On n'a plus beaucoup de temps, mais s'il y a des questions, voilà, je vais peut-être arrêter le partage. Voilà. Je sais pas, j'ai pas de questions dans le question-réponse. Vous pouvez aussi lever la main. Je crois que je peux vous donner la parole. Regarde si quelqu'un... Non, je vois personne. Ah, si, on a une question. Alors, on a une question de Marc Jolivalt. Comment déterminer les bonnes actions à défendre en marketing social?
Vaste question. Vaste question du tout, d'autant plus qu'on est, enfin, le mot bon déjà est peut-être soumis à questionnement. Est-ce que vous voudriez bien prendre la parole pour me préciser votre question? Je suis pas certaine Alors, d'avoir compris. attendez, il faut juste que je lui donne la parole. Ça devrait marcher. Normalement, vous devriez pouvoir m'entendre là. Oui, Oui. Oui. Bonjour à tous. Merci pour le webinaire, très intéressant. Oui, cette réaction, elle est évidemment, elle amène pas de réponse. Il y a envie de répondre sur sur l'étape qui précède, qui détermine les actions, le comportement à mener, enfin le comportement souhaitable, celui sur lequel vous voulez travailler. Comment, notamment, Madame Elme-Guillon, comment vous traitez de cette question dans le marketing social? Alors, le comportement a changé. Généralement, c'est pas nous qui le déterminons. C'est plutôt le contexte. C'est-à-dire que, alors, soit nous sommes contactés par des organismes de santé, par l'ARS ou par enfin voilà, par des institutions qui voudraient changer un comportement. Et c'est à partir de là qu'on va mettre en place cette démarche de marketing social. C'est-à-dire que il est important qu'il y ait une demande qui vient du terrain. Voilà. Mhm. Après, on a aussi des projets de recherche purs, mais on, on, on va quand même adresser des problématiques qui sont des problématiques terrain. Ensuite, pour déterminer la manière de faire, ben, c'est essentiellement avec les acteurs de terrain, à la fois les personnes qui sont concernées directement, mais également avec les parties prenantes. C'est-à-dire que dans le cadre qui nous intéresse, si on devait dérouler tout un programme de marketing social, évidemment en fonction de la cible, donc supposons qu'on prenne je sais pas, des personnes qui sont en, en précarité, à ce moment-là, on créerait en fait ce programme, évidemment donc avec les personnes qui sont concernés, mais également avec les assistants sociaux, avec les mairies, avec les professionnels de santé. Vous voyez? Donc avec tout Mhm. cet écosystème et avec les différentes couches que j'ai montrées tout à l'heure, de manière à co-construire une solution qui favorise le changement de comportement. Le changement de comportement, il n'est pas uniquement individuel. C'est le message que j'ai essayé de faire passer. Donc, c'est bien d'amorcer des choses, mais si dans l'environnement, il y a des freins majeurs et aujourd'hui, la question financière, alors là, pour la viande, c'est favorable, mais pour d'autres changements de comportement, souvent, l'argent, en fait, ça va être un frein moteur et un frein majeur et rédhibitoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, c'était, merci, merci beaucoup. Merci pour votre question. merci. On a une dernière, enfin une deuxième, on va dire, une dernière question puisqu'on arrive à 20 heures. Pour les, chef, vous m'entendez, ouais. Pour les professionnels de santé souhaitant réaliser un bilan de prévention, doit-il justifier d'une formation particulière? Non, non, il n'y a pas de formation particulière. Par contre, il faut être médecin, pharmacien, sage-femme ou infirmier, infirmière. Voilà. Je sais pas s'il y a une dernière question. Je regarde. Euh, Alors, moi, j'avais une question par rapport à ce bilan. Est-ce qu'il est possible d'en bénéficier si on n'est pas dans les tranches identifiées? Eh bien non, puisqu'en fait vous êtes invité D'accord. par l'assurance maladie, vous recevez un courrier, enfin plus exactement un mail, et vous ne pouvez en bénéficier qu'une seule fois dans cette tranche d'âge, dans la tranche d'âge ciblée. Voilà.
Eh bien, écoutez, nous vous remercions pour votre écoute et votre participation. Merci à Agnès et Aïcha. Donc, le replay de ce webinaire ainsi que celui du 12 décembre dernier seront disponibles sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie de l'Isère. Tous les supports utiles à la mise en œuvre de mon bilan prévention sont consultables sur le site santé.gouv.fr, espace professionnel, mais également sur le site Amélie. On va lancer une petite enquête juste à l'issue enfin, dès à présent. Donc, si vous pouviez prendre un instant pour y répondre, ça nous permettrait d'évaluer la qualité de ce webinaire. Merci à tout le monde et bonne soirée. Je lance le sondage. Ah, merci. Merci. Donc, j'arrête l'enregistrement alors.